nickel. Donc ouais, comme je disais, on va du coup aller voir comment déterminer nos zones d'achat de vente. C'est quelque chose qui est assez important. Donc on a déjà vu au sein des deux précédentes vidéos les structures de marché, la fractalité. Maintenant, il y a plein de manières de pouvoir déterminer des zones d'achat et de vente. Ok? Donc on va avoir deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont dire ouais, il y a des supports, résistances, c'est là que je vais me positionner. C'est pas du tout mon cas. Je fais pas de RST, je m'occupe pas de trendline, donc c'est pas du tout comme ça que personnellement je vais déterminer mes zones d'achat et de vente. Donc, comme on l'a vu le dernier coup, quand on a un marché qui est haussier, du coup, il fait des expansions. Donc, on n'est pas rentré dans les détails, ok, des termes techniques, etc. Mais vous avez compris que le marché, quand il fait des expansions, il crée des déséquilibres, ok? Et du coup, ces déséquilibres amènent des corrections pour repartir à la hausse. Donc, dites-moi, est-ce que déjà ça, c'est clair? Est-ce que bah, ça, c'est ce que vous avez bien compris, hein? Quand le marché il crée une extension, il crée un déséquilibre qu'il faut corriger, et c'est nous, on va se positionner au moment où le prix se rééquilibre, et du coup, nous, on reprend pour la continuation de tendance. Donc, dis-moi, est-ce que vous avez déjà compris ça? Dites-moi dans le chat si ça c'était bien clair, parce que finalement, notre stratégie, elle va se baser, enfin, ma stratégie personnellement, elle va se baser sur ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez important bah, pour moi, que vous l'ayez compris, et que ce soit clair, bah, tout simplement pour vous, ok? C'est que l'extension crée un déséquilibre, on attend que le prix se rééquilibre, etc. Donc la question c'est pourquoi le marché crée un déséquilibre. Donc il y a deux raisons principales, hein. Il va avoir bah, des annonces économiques tout simplement, comme il peut avoir ce soir, ok, même si le marché bouge pas énormément. Soit il va se passer un mouvement, tout simplement, je vais vous mettre deux flèches pour que vous puissiez comprendre. Hop, ok. Admettons, on a un marché plutôt, excusez-moi, qui est comme ceci, ok? Donc ça veut dire que, je vais décaler là pour le live Insta, ok, donc, tac. Donc on a un marché et on va se dire qu'on a des institutions qui vont se positionner à l'achat à ce niveau-là. Et donc, ce qui se passe en général, c'est qu'une institution, ce qu'elle fait quand elle va se positionner, elle va prendre un achat, enfin, un ordre à l'achat, ok, donc d'une force peut-être de 10, et un achat, enfin une vente, ok, au niveau de son prix d'entrée, avec une force de 1. Et son objectif, enfin du coup, il va avoir ce déséquilibre-là, et du coup, ce déséquilibre-là, bah, il doit être comblé, ok? Donc là, position, admettons, d'une institution, donc il y a un fort mouvement haussier, ok? Ce qui va créer un déséquilibre à ce niveau-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les institutions savent qu'il y a des déséquilibres, donc une fois que le mouvement est fait, elles vont pouvoir prendre un ordre de short jusqu'à ce que ce déséquilibre soit comblé, ok? Donc, ça fonctionne pas à tous les coups, ça marche pas à tous les coups, ok? Parce que finalement, il y a des datas économiques qui peuvent nous échapper d'une manière globale, ok? On n'a pas la science infuse, on n'a pas non plus accès tout le temps à tout, ok? Au bon moment, au bon timing. Donc, des fois, il y a des informations qui vont nous échapper. Mais en soi, techniquement, bah, vous savez que dans la majorité des cas, le déséquilibre qui va être créé, il va être à être comblé, ok? Et du coup, ça va vous permettre à vous de vous positionner, ok? Donc, une fois que vous avez compris qu'on se positionne sur des déséquilibres, admettons, on va prendre un exemple, donc on va aller sur Euro JPY, on va aller dans le passé, on va aller en M5, ok, dans le passé, je sais pas, je dis une bêtise, je vais mettre replay, ok, admettons, on va aller à ce niveau-là, ok, je sais pas si j'ai pris le meilleur move, ok, on va aller à ce niveau-là, on va avancer, ouais, rapidement, on va avancer là, peut-être, ok, nickel. On va avancer là. Du coup, là, ce qu'on voit finalement, c'est qu'on commence à avoir une tendance baissière qui se met en place. Ok. Donc, une fois qu'on a identifié notre tendance baissière, on va chercher à identifier notre dernière impulsion. Ok. Donc là, je vais juste faire bouger un peu le marché. Ok. Là, on peut voir qu'on a eu une correction assez intéressante. Donc, hop, voilà, excusez-moi. On va avoir notre dernière impulsion à ce niveau-là. Ok. Ce qui va m'intéresser quand je me positionne comme ça, c'est d'aller du coup chercher une correction minimum des 50%. Personnellement, c'est toujours comme ça que je fais. Je vais jamais trader entre le 0 et le 50%. J'attends toujours une correction au 50, au 100%. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que plus le marché il va corriger, plus il pourra me donner de pips derrière. Ok? Donc, si je vous mets une position, admettons, à ce niveau-là, on s'en fout, hein, là, actuellement, on s'en fout de savoir si là, ça aurait fait TP ou pas. Mais admettons, là, vous voyez, j'ai 9 pips avant de retoucher mes 100. Si tu prends une position, admettons, à ce niveau-là, ok, tu as 21 pips, ok, donc tu as deux fois plus de pips à faire. Deux fois plus de pips ne veut pas dire deux fois plus de gains, ok, je dis pas ça.
Mais techniquement, avec ta stratégie, tu auras toujours à peu près le même nombre de pips de stop loss à quelque chose près, ok? Si je vous dis pour moi, sur mes stratégies, en général, si je prends par exemple sur le scalping, au niveau de l'euro USD, je suis en général entre 3 et 5 pips de stop loss. Ok, en moyenne, c'est ça, et en moyenne, je vais chercher entre 20 et 30 pips de TP. Ok, donc tu vois que je me positionne entre des RR de 5 allant de 5 à 10 potentiellement. Ok, mais du coup, j'arrive à le faire justement parce que j'attends vraiment des vraies corrections qui peuvent se faire. Ok, donc ça, c'est la première info que vous devez avoir. C'est vraiment bien se dire, je vais attendre minimum les 50%. Une fois que j'ai attendu les 50%, c'est que je sais déjà ma grosse zone dans laquelle je vais trader. Ok, c'est que je sais que c'est ici que je vais me positionner. Ok, donc une fois que j'ai déterminé cette zone-là, je vais vouloir aller affiner un peu plus en petites unités de temps pour savoir est-ce que je vais avoir une zone d'achat. Et du coup, je vais personnellement utiliser ce qu'on appelle le POI. Ok, donc le POI, qu'est-ce que c'est? C'est le Point of Interest. Donc j'arrive, je me mets là. Je vais juste prendre le texte. Ok, donc POI, Point of Interest. Donc à ce niveau-là, tu peux avoir, parce que des gens qui vont dire oui, c'est une supply, oui, c'est une demand, peu importe en fait. En réalité, le nom, c'est pas le plus important. Là, on peut dire, bah là, c'est une supply et du coup, le prix va chuter. Et si on aurait été en dessous à ce niveau-là, on pourrait dire là, il y a une demand. Mais toi, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est comment on repère cette zone-là. Parce que finalement, peu importe le nom que tu vas lui donner, peu importe la personne que tu suis qui va donner le nom, le plus important pour toi, bah, c'est de comprendre, finalement, comment repérer cette zone-là. Donc, pour que tu puisses bien la repérer, ben, tu vas prendre l'impulsion que tu as choisie. Donc, vous voyez là, nous on est sur une impulsion baissière. Donc, vu que je suis sur une impulsion baissière, mes points d'intérêt, mes zones qui vont m'intéresser, ça va être toutes les bougies bleues. Ok? Et toutes ces bougies bleues, ça va être quelque chose, ça va être des zones que je vais potentiellement identifier. Après, il faudra les filtrer, les affiner, etc., etc., etc. Mais c'est comme ça que du coup je vais définir mon POI. Ok, donc là vous voyez, je prends la bougie bleue que vous voyez à ce niveau-là, donc ici, ok. Je place une zone qui s'étend dessus, ok. Donc là j'ai placé cette zone-là. Juste, je vais lui, hop, mettre encore un peu moins opaque, ok. Là j'ai identifié cette zone-là. Et donc là potentiellement, je vais me dire, j'ai potentiellement une zone de vente à ce niveau-là. Parce qu'on est en tendance baissière, tout est logique, etc. Maintenant, c'est cool, il va falloir que tu identifies aussi les risques qu'il va avoir par rapport à ta prise de position. Ok, donc là, on n'est pas là pour savoir si le trade va faire TP ou SL, parce que là, je vois déjà plusieurs facteurs à risque pour me positionner. Mais là, j'ai une potentielle zone de vente. Et là, en fait, ce qu'il faut que tu vois, toi, c'est est-ce que le prix va réagir dans ta zone. Ici, tu vois que le prix, il n'est pas venu réagir sur ton PY. Donc, tu n'es pas rentré en position. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc là, tu as une nouvelle impulsion qui s'est créée, ok, à la baisse, et tu vas appliquer le même schéma, ok. Tu vas, hop, tac, tac, donc tac, tac. Et donc là, tu vas appliquer le même schéma. Tu vas attendre que le prix corrige un minimum. Ok, là, tu vois que le prix commence à corriger. Bam, tu positionnes à ce niveau-là, tu identifies ta zone de 50%. Donc toi, tu chercheras à te positionner à ce niveau-là. Clac, clac. Tu vas identifier du coup les différents POI, donc tu vas avoir un POI à ce niveau-là et ensuite tu vas pouvoir avoir l'extrême POI à ce niveau-là. Et là, vous voyez, on a un extrême POI. Donc tu vois, l'extrême POI, comme dit, il a son nom, mais là, il est extrêmement large, ok? Donc ce que tu peux faire pour affiner ces zones-là, c'est du coup de descendre d'une unité de temps, ok? Donc tu peux voir en à gauche, là actuellement on est en M5, donc si je descends à M3, tu vois que je vais pouvoir affiner mes zones, ok? Donc mon POI il va pouvoir, soit je vais pouvoir le représenter ici, soit je vais pouvoir le représenter à ce niveau-là. Et donc là, toi, personnellement, il faudra que tu fasses un choix, ok? Il faudra que tu fasses un choix pour savoir quel POI tu veux garder, ok? Donc là, tu as deux solutions, ok? C'est soit tu te dis, moi je vais faire par rapport à mon niveau de Fibonacci. Je prends mon niveau de Fibonacci, je l'étale, je prends tous les niveaux qui sont importants, et je vois que celui-là me paraît plus pertinent parce qu'on est au 0,78,6, et c'est le niveau qui m'intéresse le plus quand je trade. Donc ce qui est une possibilité. Soit tu fais par rapport aux déséquilibres qui ont été créés. Donc là, tu regardes les déséquilibres qui ont été créés sur chacun des deux POI. Donc tu as le premier POI à ce niveau-là qui ne crée pas de déséquilibre. Donc tu ne pourras pas, enfin, c'est pas très pertinent.
soit tu vas avoir le POI qui va créer justement un déséquilibre. Donc ce POI-là qui du coup est plus pertinent. Donc il crée un déséquilibre, ok. Derrière, on voit que si on place notre Fibonacci, on est sur un niveau de Fibo. Donc on a déjà deux informations pour sélectionner ce POI-là. Et du coup, bah, voilà comment on va filtrer notre POI. Donc à ce niveau-là, on peut retourner en M5, maintenant qu'on a réussi à filtrer notre POI, et là on va voir si le prix va corriger jusque dans nos zones, ok? Et donc là, c'est que de la patience. Que de la patience, là vous appliquez le principe de structure, et vous voyez ce que le prix fait, ok? Là, vous voyez, une fois de plus, techniquement, on s'est pas fait enclencher à ce niveau-là, ok? Là, on a fait un niveau plus bas, mais on s'était pas fait enclencher, ok? Néanmoins, on n'est pas venu aux 50%. Donc, ce que je tiens à rappeler, personnellement, pour confirmer une cassure de structure, en général, j'aime bien que le prix corrige minimum aux 50%. Donc, pour moi, là, on est toujours dans la même structure. Ok. Et donc là, je vais attendre de voir qu'est-ce que le prix fait. Est-ce que le prix va venir du coup dans une zone qui m'intéresse ou pas? Et là, vous voyez qu'il a fait un nouveau plus bas, il est venu 50%. Donc là, l'opportunité n'était pas prenable. Ok. Selon notre stratégie, bien entendu, selon ma stratégie personnelle. Ok. Donc voilà. Mais après, là, vous verrez, hein, là, on est un exemple, on fait pas du tout confluer la macroéconomie, on fait pas du tout confluer tout ça, on est vraiment que sur de l'analyse pure et dure, bête et méchante. On peut repartir une énième fois, et là, vous appliquez, ok? Et c'est toujours se poser la même question, ok? Donc là, je vais déjà repérer toutes mes bougies bleues, ok? Donc je vais avoir celle-ci, clac, PY, celle-ci, ok? On va avoir ensuite l'extrême à ce niveau-là, et on va avoir ensuite celle-ci, qui est à ce niveau-là. Celle-ci, la question c'est, bah, Nicolas, là on n'est pas dans nos 50. Pourquoi te positionner là maintenant? C'est pas, bah, ça respecte pas spécialement ton plan. Donc pourquoi tu le fais? En fait là, il y a deux personnes, enfin il y a deux types de personnes. Il y a soit on se dit, je vais pouvoir garder cette zone-là parce qu'on frôle les 50%, il suffit que le marché mèche un peu plus bas et on y sera, ok? Et j'attendrai bien entendu mes confirmations. Soit tu te dis, ben je sais pas, je vais plutôt aller les filtrer, ok? Donc pour les filtrer, je vais monter d'une unité de temps. Donc là, je vais aller en M10. En M10, je vois ce qui existe toujours. Lui, il existe toujours, ok? Potentiellement, il peut être intéressant, pertinent. On pourrait avoir un mitigation block à ce niveau-là, une notion que je vais pas aborder ce soir, ok? Ou dans cette vidéo, mais que bah, vous pourrez comprendre. Donc on peut avoir un mitigation block à ce niveau-là, et le prix pourrait descendre derrière. Donc je vais garder ces trois zones, ok? Donc voilà là, comment vous pouvez filtrer. Et ensuite, une fois que c'est fait, ben, vous avez filtré vos zones. Là, est-ce qu'il y a besoin de les affiner? Je ne pense pas, je trouve que les zones sont vraiment bien affinées. Maintenant, il va falloir que vous repériez bah, les potentiels risques si vous souhaitez vous positionner. Donc le risque 1, bah, c'est tous les déséquilibres qui sont créés à ces niveaux-là. Donc ça veut dire qu'on peut potentiellement venir combler ce déséquilibre-là. Mais comme j'ai dit, on ne vient pas à chaque fois combler un déséquilibre. Donc tu peux te dire, ben, je vais me positionner là ou là, enfin, en fonction de tes confirmations d'entrée. Et du coup, là, ça t'amène à avoir, hop, je dis une bêtise, hein, là on s'en fout du stop loss, etc. C'est surtout voir s'il y a une réaction, mais ce type de position, etc. Et donc là, tu étudies, tu vois ce que fait le prix, ok? Donc là, tu vois, première confirmation, tu vois que ton POI, ta zone de vente, elle se fait casser en une seule fois. Donc là, tu te positionnes pas. La seconde, c'est pareil, elle se fait casser. Donc là, tu patientes, ok. Et là, tu vois, blam, le prix, il est venu chercher la liquidité qu'il y avait à ce niveau-là, ok. Donc c'était ce POI-là qu'il est venu chercher. Il a rejeté une fois, il a rejeté deux fois. Là, il y a une création de liquidité. Donc cette zone-là pourrait être pertinente à l'avenir, ok. Cette zone-là à surveiller. Donc à voir. Donc tant qu'on n'a pas cassé le plus bas, on reste dans la structure. À ce niveau-là, on reste dans la structure, ce qui peut nous permettre potentiellement de nous positionner. Et du coup là, il faut être attendre, être patient, voir ce que le prix fait. Ok, donc là il n'a pas cassé. Ok. Là, bim, tac, je vais mettre supply and demand, on s'en fout. On vient se faire enclencher. Ok. Donc vous voyez, hein, le prix il part directement. Donc ça, c'est déjà une indication que la zone est bonne. Là, dans tous les cas, imaginez, vous avez pris une position. Donc là, hop, ici, tu attends, tu vois l'englobante à ce niveau-là, tu prends une position comme ça. Là, tu as ton niveau de BE à ce niveau-là. Tu es déjà un RR de 1,89. Admettons que tu vas aller chercher le plus bas, RR de 7 potentiellement en cours. Je dis une bêtise, hein, je sais pas si le trade était prenable, etc. Peut-être bien que non, mais anyway, là on est pour l'exemple. Et du coup, là, tu vois, boum, le trade il se retourne. Mais tu as eu une réaction sur ta zone. Ce qui t'a permis de te positionner, boum, ensuite tu as fait un BE, ok?
principe de déséquilibre, il est venu combler à ce niveau-là, il est reparti, ça a bien mèche. Donc voilà, et là pareil, hein, et je le redis une fois, mais il est important que vous preniez en compte tout ce qui va être la fondamentale, la macroéconomie. Même si vous faites du scalping, c'est des data à prendre en compte, hein, faut pas les omettre, hein, parce que une data macroéconomique qui tombe dans la nuit sur le JPY, elle peut impacter le marché à 9 heures en ouverture de la session London. Pourquoi? Parce que les investisseurs London vont prendre en considération la data macroéconomique du coup de la nuit à ce moment-là, ok? Tout simplement. Et donc là, vous pouvez, après là, c'est à s'entraîner, hein, mais vous voyez là, on repasse associé, et ensuite ainsi de suite. Donc là, on repasse associé, tu repositionnes un Fibonacci, paf, tu repères que tes zones, elles seront uniquement dans ces zones-là. Après, là, il va y avoir des annonces écho, hein, parce que vu les impulsions, ça me paraît logique. Il y a eu des datas qui ont fait bouger, ok. Euh, mais voilà, et du coup, ensuite, à ce niveau-là, tu peux repérer tes zones. Euh, Slack, tu repères tes zones, et là, ça repart. Et là, tu attends de voir s'il y a une réaction, ok. Là, typiquement, bon, là, on est sur un bon exemple de ce que je disais juste avant, hein. Vous voyez, hein, là, une data qui a dû tomber, du coup, au niveau de l'autre dans la nuit, à l'ouverture de session de London à 9 heures, la réaction se fait, ok. Donc, si vous ne prenez pas la macroéconomie, la data, bah, elle la prend pas forcément en considération. Ok. Donc voilà, ainsi de suite, et là vous repartez. Donc là, c'est des mouvements vraiment d'annonce écho, mais voilà. Et là, dans l'idée, c'est vraiment d'identifier ces zones-là comme ça et de continuer et de travailler et de confluer ça avec des confirmations. Et si vous confluez ça avec des confirmations, bah, vous pourrez avoir des opportunités telles que, admettons, du GBP USD. Vous voyez, on a identifié du coup une zone de demand, ok, d'une ancienne structure, ok. Mais si je vous montre comment elle a été identifiée, voilà, vous voyez, c'est la bougie bleue à ce niveau-là qui m'a permis de prendre cette position à ce niveau-là. Si je vous montre un trade encore sur USD-JPY, la bougie rouge à ce niveau-là, en tendance haussière, qui m'a permis de me positionner à ce niveau-là, en faisant confluer toutes mes autres confirmations. Si je prends KJPY à ce niveau-là, si vous regardez à ce niveau-là, hop, là, on est du coup sur la bougie bleue à ce niveau-là. Et ici, si on regarde l'achat, on est du coup sur la bougie rouge à ce niveau-là qui me permet de me positionner. 4 CHF, exactement pareil. Enfin, 4 CHF, non, c'est pas le même cas, mais en soi, vous auriez pu déterminer la zone. Là, c'est un swing high, swing low, on va pas le voir ça là, c'est une notion assez avancée. Mais techniquement, vous voyez que ici, vous avez une bougie, et du coup, vous auriez pu vous positionner à ce niveau-là. Et donc, c'est comme ça que tu détermines tes opportunités. Tu ne te bases pas que là-dessus, mais ça te permet de déterminer tes zones d'achat et de vente. Vous voyez, encore une fois, à ce niveau-là. Et quand vous attendez toutes vos confirmations, vous avez des PE qui peuvent varier, hein. Un PE qui peut varier en fonction des autres data que tu attends, que ce soit macroéconomique ou autre. Mais voilà finalement comment j'identifie mes zones. Et du coup, si tu regardes un peu mes opportunités sur la semaine, bon là, tu vois en euro USD, on avait déterminé une zone d'achat à ce niveau-là. D'une manière macroéconomique, ça ne me paraît pas pertinent d'aller prendre l'achat là, donc j'y vais pas. Euro GBP, on avait déterminé cette zone-là, elle s'est fait casser, donc potentiellement venir un peu plus bas, on va attendre de voir, etc., etc., etc. Donc ça, c'est tout ce que tu peux faire pour justement aller analyser le marché tranquillement et déterminer des zones. Ok. Une fois de plus, je reprends Euro NZD. Tu vois, on a pris ce POI là, on a été le filtrer en H1. Ok, donc là, tu vois, clac, je vais en H1, je filtre, je peux me positionner à ce niveau-là. C'est un beau petit risk reward qui part derrière, ok? Donc tu vois le risk reward à ce niveau-là qui est quand même de 8,48 et qui a été remplir un RR de 6 à notre TP2, etc., etc., etc. Et donc à ce niveau-là, ben, tu es sur quelque chose de quali, avec un trade vraiment bah, qualitatif si tu fais confluer le tout. Et donc ça, c'est vraiment ton taf. Et donc c'est juste savoir repérer du coup les bougies inverses à la tendance, attendre qu'on corrige au minimum aux 50%, ok, comme vous voyez, hein, je définis aucune zone enfin, entre les 0 et les 0,5. Et du coup, à ce niveau-là, je sais bien filtrer mes opportunités pour pouvoir prendre une position. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment ce qui fera la différence entre une personne qui sera rentable et une personne qui sera pas rentable sur les marchés. Donc voilà par rapport à ça. Je pense qu'on est pas mal pour ce live-là. Euh, donc si jamais vous avez des questions ou autres, bah, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, j'y répondrai avec plaisir. Et du coup, je vais vous souhaiter à tous ben, une excellente soirée. Et je vais pas faire durer ce live-là plus longtemps.